Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International en français. Dans ce podcast, nous vous proposons le nouvel épisode de notre série Courir à Prague. Cette fois-ci, nous allons longer la rivière Vltava. Je me suis dit que c'était plus difficile de se repérer si j'allais dans des quartiers ou des parcs ou quoi que ce soit, alors que les quais, t'as juste à suivre le quai. Et il y a pas mal de gens qui courent là-bas. Et c'est très agréable avec le petit coucher de soleil. Et après, on boit un petit verre à la péniche. C'est super. Des étudiants en tchèque de l'INALCO et de la Sorbonne à Paris ont récemment effectué un séjour d'études à Prague. Invités dans nos studios, ils ont évoqué les moments forts de leur voyage sur les traces de l'ancien président Václav Havel. On découvre plein de personnes hyper intéressantes, notamment Jaroslav Zajíček, qui travaille avec Petr Pavel, donc le président actuel tchèque, qui nous a parlé de la figure de Václav Havel et comment son influence est encore bien présente dans le pays aujourd'hui. On a découvert aussi la bibliothèque donc Václav Havel, avec des personnes passionnées qui nous parlent de leur métier quotidien et du travail monstrueux qui est d'archiver tous les documents en lien avec lui. C'était donc les étudiants parisiens qui nous en diront plus sur leur voyage à Prague dans quelques minutes. Pour le premier entretien de ce podcast, une demi-heure en Tchéquie, on reste dans le milieu scolaire. Parmi les enseignants mis à l'honneur lors de la remise des prix, un grand merci de l'Association des anciens élèves des sections tchèques en France, figurait Andrea Šteflová, professeure de français à Český Těšín, ville de l'extrême est de la République tchèque située sur la frontière avec la Pologne. Une femme à l'enthousiasme contagieux, habitée par la nécessité de transmettre son amour du français à ses jeunes élèves et qui, après la cérémonie qui s'est récemment tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, a évoqué sa passion pour son métier au micro de Guillaume Narguet. On l'écoute. Je m'appelle Andrea Šteflová, je viens de la ville de Český Těšín et je travaille au lycée Josef Božek dans la même ville. Je ne suis pas née à Český Těšín, mais je suis née à Ostrava, donc c'est à 30 km de là-bas. Et pourquoi le français ? Au début, j'ai fait mes études à l'université Charles et mon option c'était la géologie et la géochimie. Et puis, disons que j'ai bien fait mes études, donc il me restait un peu de temps et je me disais, si je faisais quelque chose de plus difficile ou quelque chose qui va me remplir les journées, les restes des jours. Et je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi le français. Ça me paraît assez difficile et en même temps assez joli. Et j'ai continué, j'ai avancé. Après mon diplôme de master en géologie-géochimie, je suis partie en France parce que je me suis rendu très vite compte qu'ici, dans un pays tchèque, je ne vais pas apprendre très vite et je ne voulais pas rester un débutant éternel. Donc je me suis lancée, je suis partie en France et je suis passée un an. Et puis, juste pour apprendre la langue ? Pour apprendre la langue, exactement. Mais bien sûr, je travaille aussi en tant que fille au père. Mais le but, c'était la langue. C'était la passion, le désir de découvrir, de me faire des amis, de pouvoir causer, de créer des amitiés, ce que j'ai réussi, en fait. Et avec ma famille d'accueil, si je peux le dire, je tiens toujours de bonnes relations, on se voit. Et maintenant, ce sont mes élèves qui viennent faire les filles au père à ma fille que j'ai gardée. Donc vraiment, donc c'est dans quelle ville ? C'est à Nantes actuellement. Mais moi, j'étais à Troyes. Et puis donc, en rentrant, j'ai commencé à enseigner le français. Juste comme ça, pendant mon congé de maternité. Et au fur et à mesure, il fallait que je fasse aussi d'autres études. Donc les études pédagogiques et puis les études au département de langue romane à l'université d'Ostrava. Et bon, du coup, le prof de français est né. Et c'est vrai que j'ai gardé aussi la chimie. Donc il y a des années scolaires où j'enseigne les deux, la chimie et le français. J'enseigne les enfants de 12 à 19 ans. Donc vraiment, c'est un éventail qui me permet de découvrir de différentes méthodes, et c'est très enrichissant, quoi.
Quelles sont les motivations de vos élèves ? Ça, c'est un peu difficile à dire parce que toujours il y a des parents qui décident à la place des élèves, surtout pour les petits, pour des 11-12 ans. Et des fois, c'est aussi l'histoire, puisque j'enseigne déjà depuis, ça fait 16-17 ans que j'y enseigne. Donc la tradition est créée, quoi, et j'en profite. Donc des fois, il y a des élèves qui viennent des villes, des environs, pour travailler avec moi. Voilà. C'est un peu, je sais, c'est pas modeste, mais j'ai entendu dire ça aussi, des côtés des élèves. Oui, c'est vrai, j'ai créé, avec mon collègue bien sûr, parce que ce n'est pas un travail pour une seule personne, j'ai créé il y a 11 ans un festival qui s'appelle « Je sais faire en français ». Et j'avais déjà cette idée auparavant, mais je n'avais pas de sponsors. Et pour motiver les jeunes, il faut aussi de leur proposer quelque chose qu'ils peuvent toucher. Donc j'ai commencé aussi à travailler dans le comité de l'association tchèque des professeurs de français qui me soutient financièrement. Et ce festival incite les jeunes à apprendre plus puisqu'ils veulent se montrer qu'ils savent. C'est-à-dire, c'est un festival où personne ne gagne, tout le monde sont les gagnants et on récompense tous les élèves qui viennent, pas seulement de notre établissement, mais de la République tchèque, même de la Slovaquie. Par exemple, cette année, on a vu 113 élèves se montrer sur l'estrade avec les chansons, la poésie, le théâtre. Et c'est très apprécié. Donc ça, c'est déjà un pas que j'ai fait pour promouvoir le français, créer ce festival. Et puis, j'essaie de découvrir d'autres façons, comme la poésie. On tourne des vidéos avec la poésie. J'ai trouvé aussi une école partenaire en France. C'est-à-dire, c'est à Remiremont, c'est le lycée André Malraux, avec lequel on collabore déjà depuis 2007, je pense. Et c'est aussi captivant pour les élèves puisqu'ils viennent y aller. Ils veulent créer les liaisons amicales. Et c'est quelque chose qui est touchant pour eux, je pense. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire. Des concours de l'Alliance française d'Ostrava, des Olympiades. Là, par exemple, cette année, un de mes élèves a participé au cours national ici à Prague, puisqu'il a gagné le tour régional. Donc, et les élèves, ils se le disent, donc ils se transmettent les informations et ça fonctionne. Quand on parle avec les Tchèques du français, souvent une de leurs premières réactions est que c'est une langue compliquée, difficile. Et là encore, comment vous vous y prenez pour leur faire passer le message que c'est tout à fait possible d'apprendre et en même temps de prendre du plaisir, parce que c'est important dans cet apprentissage du français. Déjà, c'est que les effets, c'est surtout la prononciation, les accents bizarres. Il y avait une élève qui a dit « Le français pour moi, c'est comme une danse. Toujours les accents aigus, circonflexes, et c'est comme si je dansais. » Donc ça, j'emploie souvent. C'est « Allez, venez danser avec moi », puisque le français, ça fait bouger, ça fait onduler la langue. Et je sais que c'est difficile. Au début, ça paraît comme ça, mais je leur dis toujours de ne pas faire attention à la prononciation au début. Parce que ce n'est pas une seule chose qui est importante, puisqu'on peut très bien se faire comprendre sans prononcer R en français. On peut très bien prononcer un R roulé, pas de souci. Et puis j'essaie de comparer avec l'anglais et l'allemand, que j'ai fait aussi également. Donc, il en résulte à la fin, à chaque fois, que sachez, si vous obtenez quelque chose sans effort, ça ne sert à rien. À chaque fois, il faut donner votre énergie, votre effort et votre goût d'apprendre. Et bon, c'est un peu ça. Oui, puisqu'il faut dire, c'est que les Français apprécient beaucoup le R roulé des Slaves. Donc il ne faut pas que la prononciation soit parfaite, il faut aussi le dire à vos élèves. Oui, c'est compliqué, mais je peux dire qu'il y a des élèves qui arrivent tout de suite à prononcer le fameux R. Mais je dis, si vous mettez 2-3 mois, peu n'importe, ça vient un jour. Et sinon, toujours, vous allez être compris. Qu'est-ce que représente pour vous personnellement ce prix spécial qui vous a été remis donc, par l'association des anciens élèves des sections tchèques en France? Oui, j'étais émue, quoi. Le proviseur m'a dit que c'était lui qui a monté
comment ça s'appelle? Oui, ma candidature. Ma candidature, voilà. C'était quelque chose qui m'a fait sourire intérieurement, parce que j'apprécie vraiment beaucoup, et c'est bien que j'ai mis mes années de prof, que je ne les ai pas mises juste comme ça, sans aucun résultat, sans aucun effet pour les autres. C'est bien. Au-delà de votre travail, quelle est la place qu'occupe le français dans votre vie? Et puis, dites-nous un peu ce que vous aimez dans la pratique du français. Je ne peux pas l'expliquer, mais la place que le français occupe dans ma vie, c'est bien que mon mari n'est pas là, puisque ça peut être un peu douteux pour lui. Lui, vous ne l'avez pas convaincu? Ah ouais, non, c'est ça. Pour moi, c'est du top, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Maintenant, c'est entre nous deux. Des fois, je dis, je ne sais pas, mais pour expliquer, peut-être dans une de mes anciennes vies, j'étais une prostituée à Madagascar. Mais je ne sais pas, vraiment, c'est vraiment quand je fais des blagues. Et c'est quelque chose qui est venu tout seul et qu'il fallait faire. Et ça reste, ça reste toujours, je ne le dis pas pour flatter le français ou pour être, je ne sais pas, intéressante. Vraiment, je ne veux pas que vous le preniez comme un cliché. Mais c'est sincère. Vraiment, c'est quelque chose qui est au premier lieu pour moi. Les élèves évoluent dans leur comportement, dans leurs intérêts. Pour vous, en tant qu'enseignante de langue, peu importe que ce soit le français, comment faites-vous évoluer votre travail et vos méthodes d'enseignement? Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez été mise à l'honneur avec ce prix. Un grand merci aujourd'hui. Je sens qu'il faut toujours évoluer. Donc, pendant ma carrière pédagogique, j'ai été par exemple à Vichy, j'étais à Nice, à Francophonia, à Kavilam, à Vichy. Je fais des stages au moins 1 ou 2 fois par an. Je sais qu'il faut évoluer toujours et aussi, je ne lis que des livres en français. Je ne sais pas combien de livres j'ai chez moi, mais je dis j'ai 5 mètres de livres français. Si vous voulez, je vous prête 1 ou 2 bouquins, mais c'est ça ce qui est pour moi important, je pense, de lire, d'être toujours en contact avec la langue pour pouvoir la transmettre. Et c'est mon moteur, quoi. Et des fois, vraiment, je ne lis que des auteurs, surtout les auteurs français, modernes, pour être en contact aussi avec l'évolution de la langue même, puisque toujours les mots et tout ça, ça change. Quoique, bien sûr, je connais les classiques, les grands classiques, mais oui, c'est pour les adultes, je dirais. Mais la littérature contemporaine, pour moi, est très importante. Et c'est quelque chose qui me pousse, qui m'amène plus haut, plus loin, quoi, comme Coubertin, un peu. Quel est le livre français, l'auteur français que vous lisez actuellement? Ah, actuellement, ce n'est pas actuellement, mais pour vous dire, c'est Sophie Perrin. J'ai lu tous ses livres, sauf le dernier. Je n'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter, c'est Tata. Mais j'ai commencé avec Il faut arroser les fleurs. Et j'étais vraiment frappée par quelque chose de très riche. J'adore. Mais aussi, je lis Lévy, comment il s'appelle, Musso, des polars. Oui, un peu de tout. Je consomme, quoi. Merci beaucoup. Pas de quoi. La Vltava, rivière dont les eaux traversent le centre de la capitale tchèque, est au cœur de la vie des Pragois. Au rythme des pavés et des ponts, ces quais offrent aux coureurs à pied également de beaux parcours avec une ambiance qui évolue au fil des kilomètres. Plus paisible au sud, les quais gagnent en animation à mesure que vos foulées vous rapprochent du centre historique de la ville. Reportage d'Inès Cuvillier. À Prague, difficile d'ignorer la Vltava. Mieux connue en français sous son nom allemand de Moldau, la rivière dont la renommée doit beaucoup au célèbre poème symphonique composé par Smetana traverse la capitale du sud au nord et sert souvent de point de repère aussi bien pour les habitants de la ville que pour ses visiteurs. Longue de 430 km, la Vltava prend sa source dans la forêt de Bohême, au sein du parc national de la Šumava, en Bohême du Sud, avant de se jeter dans l'Elbe
au nord de Prague. Le parcours varie en direction de Žluté-Lázně, où le calme domine, la piste cyclable est dégagée et les bateaux amarrés au port donnent parfois l'impression de quitter la ville. À proximité de Karlín, quartier entièrement rénové après les graves inondations de 2002, les quais, au contraire, deviennent beaucoup plus urbains et animés. Comme beaucoup de grandes villes européennes, Prague s'est construite autour de la rivière. Longtemps voie commerciale et axe de circulation, la Vltava est aujourd'hui un espace de loisirs et lieu de vie sur les bords duquel se croisent promeneurs, cyclistes, touristes et sportifs. Venus de France pour visiter Prague, Manon y a trouvé une atmosphère presque familière. Ça m'a vraiment fait penser au quai de Paris avec les péniches. C'est un petit peu la même ambiance, on a pas mal de place. Traversée chaque jour par des milliers d'habitants et visiteurs, la Vltava accompagne Prague depuis ses origines. Aujourd'hui, ces quais accueillent bars, cafés, péniches et restaurants. Manon, qui court en club depuis plusieurs années, profite de ses voyages pour s'adonner à l'un de ses passe-temps favoris et a fait des quais de la Vltava sa nouvelle piste d'athlétisme pour le week-end. Déjà, j'avais très envie de courir en venant, j'avais pris tout ce qu'il fallait. Je me suis dit que c'était plus difficile de se repérer si j'allais dans des quartiers ou des parcs ou quoi que ce soit, alors que les quais, t'as juste à suivre le quai. Et il y a pas mal de gens qui courent là-bas. Et c'est très agréable avec le petit coucher de soleil. Et après, on boit un petit verre à la péniche. C'est super. Ça fait un petit rafraîchissement à la fin. Le parcours semble idéal. Pourtant, courir le long de la rivière n'est pas toujours synonyme de fluidité. Entre les cyclistes, les touristes et les nombreux piétons, il faut constamment rester en éveil et régulièrement adapter sa foulée. Même si le nombre de coureurs donne envie de courir, le tracé est tout sauf parfaitement lisse. Sur les quais de Prague, le footing devient un parcours fragmenté. On alterne entre sections agréables de pistes cyclables et passages beaucoup plus techniques où il faut autant regarder ses pieds que le paysage. Il y a déjà un passage que à piétons et coureurs. Ça, c'est déjà pas mal pour courir parce qu'on n'est pas embêté par les voitures ou les vélos. Ça sera un petit peu compliqué, mais peut-être élargir la route parce qu'il y a trop de piétons, donc des fois c'est un petit peu galère de passer entre les deux. Surtout sur le pont Charles parce qu'il y a beaucoup de touristes et des gens qui prennent des photos, donc il faut un petit peu se faufiler. Après, c'était la seule partie du parcours qui était un peu plus compliquée, mais je me suis aussi arrêtée, donc c'est l'ambiance. Effectivement, le pont Charles illustre parfaitement cette réalité. Monument emblématique de Prague, il est aussi l'un des sites les plus fréquentés de la ville. Pour les coureurs, il devient un passage obligé mais rarement fluide, un lieu où l'on ralentit, où l'on zigzague. Cette contrainte fait aussi partie de l'expérience. Courir ici, c'est accepter de partager l'espace avec les autres usagers de la ville. De part et d'autre de la rivière, les ambiances changent également. Une rive peut sembler plus lisse, plus propice à la course, tandis que l'autre multiplie les pavés, les escaliers ou les détours qui nous éloignent de l'eau. Le parcours devient alors modulable. On choisit sa rive, son rythme, son heure. Mais une différence marquée existe aussi entre l'animation du matin et celle de l'après-midi. Dès la fin de la journée, les quais se remplissent. Le samedi matin, par exemple, un marché fermier s'installe au bord de l'eau, rendant certains passages plus difficiles, voire impossibles pour les coureurs. C'est aussi ce que souligne Manon dans son expérience de la ville. La partie que j'ai préférée, c'était quand on arrive vers le pont Charles, côté vieille ville, parce qu'on a une belle vue sur le château. J'ai bien aimé quand je suis passée par là-bas, j'ai même arrêté mon Strava pour prendre une petite photo. Alors que je trouve que de l'autre côté, c'est plus des pavés, c'est un peu moins agréable pour courir et la vue est moins belle. À Prague, la Vltava offre un terrain de jeu incontestable pour les coureurs, mais ici, le défi ne consiste pas seulement à enchaîner les kilomètres, il faut aussi composer avec le rythme de la capitale et accepter, parfois, de ralentir pour admirer sa beauté. Un petit groupe d'étudiants en tchèque de l'INALCO et de la Sorbonne à Paris a récemment réalisé un voyage d'études autour de la figure du dramaturge, ancien dissident et premier président de la Tchécoslovaquie post-communiste, Václav Havel. Deux d'entre eux, Victor et Noé, ont répondu aux questions d'Anna Kubishta. Je suis Victor Biou, je suis étudiant à l'INALCO et à l'Université Paris-Cité, Sorbonne Paris-Nord. Je fais donc des études tchèques, de la géographie et de l'économie. J'habite à Paris et on est là pour un voyage d'études sur les pas de Václav Havel.
Bonjour à tous, moi c'est Noé, je suis étudiant en master, je viens de terminer tout juste mon master en commerce international à l'INALCO, spécialisé dans l'Europe centrale, et je suis franco-tchèque, et du coup je renouvelle un petit peu avec mes racines pour faire un voyage et découvrir le grand personnage qui était Václav Havel. Et pourquoi justement vous avez choisi Václav Havel comme thème central de ce voyage ? En fait, c'est son 90e anniversaire. Et c'est une figure emblématique du paysage pragois, de la Tchéquie, une figure politique, artistique, qui rayonne par son combat pour les libertés et les droits humains. Et c'est un honneur de pouvoir rencontrer des gens qui ont dû travailler avec lui, qui ont un souvenir encore vivant du personnage. Comment est-ce que se déroule ce voyage ? Vous rencontrez qui ? Vous allez où ? Dans quel lieu ? Pour découvrir plus la figure de Václav Havel ? On découvre plein de personnes hyper intéressantes, notamment Jaroslav Zajíček, qui travaille avec Petr Pavel, donc le président actuel tchèque, qui nous a parlé de la figure de Václav Havel et comment son influence est encore bien présente dans le pays aujourd'hui. On a découvert aussi la bibliothèque donc Václav Havel, avec des personnes passionnées qui nous parlent de leur métier quotidien et du travail monstrueux qui est d'archiver tous les documents en lien avec lui. Donc c'est franchement une expérience très enrichissante pour nous. Pour le coup, la bibliothèque Václav Havel est un peu dans la tourmente aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant quand même de rencontrer les gens qui y travaillent encore. Victor, toi, pour l'instant, c'est quoi ce qui t'a marqué pour l'instant de ce séjour ? Malgré le fait qu'on arrive en ayant l'image du politique, du président, le premier président de la Tchécoslovaquie, c'est un être humain qui est riche, qui a des défauts et qui rayonne. Hier, on a passé bien 3 heures à la librairie Pro-EBT et on a pu voir des tonnes d'archives et des personnes qui, à travers l'art et essaye de combattre, de trouver une forme d'existence malgré la censure et une pensée dogmatique. Oui, il faut rappeler que Librairie Pro-EBT, c'est cette librairie aujourd'hui évidemment totalement libre, mais qui en fait aujourd'hui archive tous les samizdat, les textes interdits à l'époque du régime communiste. Est-ce que Václav Havel, ce nom dit encore quelque chose aux Français aujourd'hui ? Puisque vous vivez à Paris, vous vivez en France, donc est-ce que les gens connaissent Václav Havel aujourd'hui, et la jeune génération ? C'est une très bonne question. Je pense que malheureusement, c'est un nom qui tombe de plus en plus dans l'oubli, en tout cas du côté français, même si récemment on a pu voir l'inauguration du banc Václav Havel devant l'ambassade tchèque à Paris, ce qui a pu redonner un petit peu une nouvelle jeunesse à ce personnage. Mais je pense qu'effectivement, on arrive dans un temps où de plus en plus de gens oublient qui était finalement ce grand personnage qui a façonné l'Europe centrale, qui était l'ami de plein de politiciens aux États-Unis, en France, en Espagne. Donc oui, effectivement, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans sa vie et dans sa pensée ? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez qui sont frappantes et qui peut-être sont une leçon pour nous aujourd'hui ? Ce qui est très étrange avec Václav Havel, c'est que il est connu. Finalement, c'est un modéré, mais dans le régime communiste, qui était un régime extrémiste, in fine, sa modération était vue comme une forme de radicalité, et c'est une radicalité qu'il nous faut rappeler. Puisque aujourd'hui on a des atteintes aux droits de l'homme dans le monde entier, parfois certains diraient même en Europe, et c'est une forme de radicalité sur les droits humains, sur les droits de l'homme, de la femme, et une forme d'universalité qu'il s'agit de rappeler. Et j'espère que ce sera l'objet de la restitution qu'on pourra faire au semestre prochain à l'INALCO. Václav Havel a dit que l'inconvénient naturel de la démocratie, c'est qu'elle lie les mains des personnes bien intentionnées et ouvre des possibilités illimitées à ceux qui ne la prennent pas au sérieux. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire ? C'est une très belle phrase. Pour le coup, je pense que ça résume bien l'optimisme, on va dire, et aussi la volonté qu'avait Václav Havel d'être purement libre. Je pense que c'était quelqu'un qui était bien plus libre dans un régime, on va dire, totalitaire que les gens aujourd'hui le sont dans des démocraties.
Donc je pense que on voit bien deux plans, le plan de la liberté et le plan de comment vivre dans une société qui aujourd'hui peut être forcément un peu fragmentée, mais de rechercher toujours cette volonté à vouloir faire mieux, à être purement libre, mais dans une optique de voir le bien et de voir l'optimisme derrière, je pense. Pour la citation, j'ai l'impression... Je ne serais pas d'accord avec Havel parce que il faut pas dénigrer la démocratie qui est sans doute le bien le plus précieux qu'on puisse avoir. Et oui, la démocratie a des failles parce qu'elle donne la liberté à chacun et chacune, mais elle n'est pas fondamentalement fragile. Et c'est simplement les individus et les groupes qui essayent de s'emparer du pouvoir. Et la beauté de la démocratie, c'est sa fragilité et c'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il nous faut une radicalité dans les droits humains, dans le respect, dans la liberté d'expression, et avoir une forme de garde-fou. Donc non, je pense pas que la démocratie nous lie les mains en tout cas, parce qu'elle nous donne un socle commun qu'il s'agit de protéger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous allons vous retrouver mardi prochain pour notre nouveau podcast. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité tchèque en français sur notre site français.radio.cz et aussi sur Facebook, le réseau X et Blue Sky. Passez un bon week-end. À la prochaine. Naslyšenou.